Lorsque la Nouvelle-France a commencé, la situation politique était très difficile, puisque la colonie était loin de la métropole et le roi s'occupait de l'Europe, surtout à cause de la guerre des 30 ans. Le roi décide donc de céder l'administration de la colonie à des compagnies. Par contre, leur priorité n'était pas l'organisation du gouvernement, mais le climat et les conditions difficiles. Les relations entre les autorités de la Nouvelle-France et les Amérindiens étaient de très bonnes relations, entre autres à cause de traites de fourrure. Ensuite, pour que les Français puissent réussir à faire des alliances, ils devaient plier à certaines exigences des Amérindiens. Les relations entre les Amérindiens et les Français sont égalitaires. En 1689, l'Angleterre et plusieurs autres nations européennes s'allient contre la France. Les Anglais et les Français étaient déjà en concurrence, mais ils entrent définitivement en guerre. En 1701, tout le monde se sont rencontrés pour faire la paix. Cet échange se fait à l'amérindienne, donc ils font l'échange de présents. Ils ont signé un traité de paix comme la Grande Paix de Montréal. Lors de la conquête en 1755 et 1759, les Amérindiens se sont battus aux côtés des Français et des Canadiens. L'Église a eu un rôle important dans la naissance de la colonie. Lorsque la colonie n'était qu'une colonie comptoir qui servait de poste de traite, il n'y avait pas beaucoup de communautés religieuses. Le cardinal de Richelieu, un homme d'État français puissant, avait pour but de faire la Nouvelle-France une colonie de peuplement. Il a donc décidé de créer la Compagnie des Sans-Associés, qui était composée de marchands, de nobles et de gens d'Église catholique. En 1660, le roi de France change l'organisation politique. Il a installé un conseil souverain qui était composé de 10 personnes qui respectent les décisions du roi et du gouverneur qui était le représentant dans la colonie. Dans les années 1670, c'est le gouverneur et l'intendant qui prennent toutes les décisions importantes. Par contre, ils doivent les approuver par le roi ou par le ministre de la Marine responsable des colonies. L'évêque et l'Église ne possèdent donc plus beaucoup de pouvoir sur l'organisation et le fonctionnement de la colonie. L'Église a une forte influence sur la vie quotidienne des habitants dans la colonie, même s'ils ne participent pas aux grandes décisions de l'État puisque les habitants sont très religieux. Ils respectent en général les recommandations de l'Église sur la façon de se comporter. Le deuxième évêque de la colonie a été Monseigneur Jean-Baptiste de Saint-Vallier de 1688 à 1727. Il a provoqué plusieurs conflits entre l'État et l'Église et entre différents groupes au sein de l'Église. Il a mis plusieurs directives pour pouvoir changer les comportements des habitants et se plaindre de l'attitude du gouverneur Frontenac et certaines personnes haut placées. En 1663, Louis XIV décide de prendre en charge l'administration de la Nouvelle-France. Ce n'est plus que les compagnies qui s'occupent de la colonie et il leur enlève leurs privilèges. Le roi décide de mettre en place une administration similaire à celle des provinces de la France. L'intendant et le gouverneur sont ceux qui s'occupent de l'exécution des ordres royaux, puisque ce sont les deux hauts dirigeants. Le gouverneur, lui, commande l'armée et s'occupe des relations avec les Amérindiens et les colonies britanniques. L'intendant est en charge de l'administration des finances, de la justice et de la sécurité. Le gouvernement et l'intendant ne peuvent pas prendre de décision sans avoir demandé l'accord du roi ou du ministre de la Marine. Lors de la conquête de la Nouvelle-France, il y a eu beaucoup de rivalités concernant la possession du territoire entre les Anglais et les Français. Ces guerres entraînent beaucoup de conflits entre les colonies, cela engendre la dégradation de l'Empire français. La signature du traité Ryswick, cependant, abolit la première guerre intercoloniale en 1697. La bataille des plaines d'Avara met en jeu les troupes de Louis-Joseph, Montcalm et James Wolfe, mais ce sont les Britanniques qui remportent cette bataille. La proclamation royale sert à nommer un gouverneur qui aurait des pouvoirs dans le conseil législatif. Cette constitution permet au gouverneur de créer une assemblée législative, mais elle ne fut jamais créée. Ce gouverneur général a été nommé et assisté
à part un conseil législatif et exécutif. Il est formé de lieutenants-gouverneurs de Trois-Rivières et de Montréal. La Grande-Bretagne veut mettre la colonie à la loi britannique et dans la région protestante. Elle veut peupler sa colonie, donc emploie plusieurs mesures comme l'immigration britannique, ce qui va assimiler progressivement les Canadiens. Le gouverneur Murray, suite à la proclamation royale, reçoit des directives sur la manière de diriger la colonie. Lors du régime britannique, les Britanniques veulent que toutes les lois soient britanniques et ils veulent des écoles protestantes. Tout a commencé grâce à la proclamation royale qui a soulevé plusieurs conflits dans les 13 colonies. En plus, le gouverneur de Londres impose en 1764 de grandes mesures aux 13 colonies. Ensuite, Londres décide de faire concession à la population francophone de la province of Quebec pour ne pas que les conflits se répandent. L'Acte de Québec fut créé en cette période. Elle a permis à la province of Quebec d'être mieux organisée. Elle met tout le monde content. En 1840, l'Acte d'Union est apparu. Cette acte a uni le Bas-Canada et le Haut-Canada pour former le Canada uni. La population est maintenant représentée par une seule chambre d'assemblée constituée de 84 députés, dont 42 pour chaque partie du Canada. Canada Ouest, Haut-Canada ou Canada Est, Bas-Canada. L'anglais est la langue officielle dans la chambre d'assemblée. Par contre, l'Acte d'Union n'accorde pas au Canada uni un gouvernement responsable. Le Canada uni est allié aux colonies anglaises. Les Britanniques et les Canadiens se sont rendus compte de la nécessité de changer l'organisation qui était alors divisée en deux, le Bas-Canada et le Haut-Canada. En 1864, ils ont tenu 2 conférences, une à Charlottetown et une à Québec. Un projet de fédération est né à la suite de ces conférences. 4 provinces ont été créées. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et Québec. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique entre en vigueur le 1er juillet 1867. Cela a permis aux citoyens de former un État pratiquement indépendant. Mais ils doivent encore se soumettre à l'Empire britannique pour la politique extérieure. Il y a 2 niveaux de gouvernement, un provincial et un fédéral. Parfois, les entreprises peuvent faire beaucoup de profit et c'est à ce moment qu'ils vont en donner à des caisses électorales. Le profit va servir à aider un des candidats qui se présente aux élections. Donc ça va faire plus de publicité. Ensuite, les candidats, ils vont déjà être plus connus, puis leur nom sortira du lot. Comme nous le savons tous, les conditions de travail dans les usines dans ces années étaient très pénibles. Malheureusement, la moitié de toutes ces personnes travaillaient dans les industries manufacturières. En plus d'avoir de mauvaises conditions, les salaires étaient très bas, même s'il y avait de grosses heures à travailler. C'est alors qu'en 1889, la Commission royale d'enquête dépose un rapport pour dénoncer ces mauvaises conditions. En 1872, le gouvernement déclare une loi qui dit que les syndicats seront maintenant légaux. C'est seulement à la fin du 19e siècle que les syndicats prennent plus d'ampleur. En fait, ce sont les syndicats américains et internationaux qui en prennent plus. Les syndicats comptent plus d'Américains, de Canadiens et de Québécois. Puis avec toutes ces années, le clergé n'a jamais voulu qu'il y ait des syndicats. Dans ces années, les anglophones, qui étaient alors en minorité, voulaient que leurs droits soient dans la nouvelle Constitution. En 1869, pour faire la promesse que les anglophones auraient leurs droits, le premier ministre crée une loi sur l'instruction. Il y a eu beaucoup de conflits entre les anglophones et les français. Ces conflits étaient souvent par rapport aux institutions communes et les priorités financières, sociales et culturelles. Après tous ces conflits, ce sont encore les anglophones qui dirigent le monde. La fameuse loi 101 est adoptée en 1977. Les anglophones n'étaient pas très contents, donc les tribunaux veulent ajuster quelques petites choses sur la charte. Sur le sujet de l'intervention accrue de l'État, comme j'ai dit auparavant, l'urbanisation et l'industrialisation évoluent énormément et il y a une intervention accrue de l'État qui oblige à mettre des normes et de mettre en position les services pour la population. Donc le Parlement va donc installer des normes relatives pour améliorer les conditions de travail.
Ensuite de ça, même si la crise économique a lieu, l'État va encore garder du pouvoir. Donc, il y a encore du côté positif pour l'État. Ensuite, le socialisme et le communisme est beaucoup développé durant le 19e siècle. Par contre, l'ultramontanisme et le libéralisme sont les mouvements les plus développés et les plus utilisés, et c'est eux qui avaient le plus de pouvoir. Pour l'État et l'Église, durant le 19e siècle, la religion est très importante dans la société. Donc les catholiques et les protestants ont chacun leurs écoles, hôpitaux et sociétés bienfaisantes. Dans le fond, c'est comme deux sociétés différentes. Le clergé, il a un rôle important et influence beaucoup la population. Les nouvelles régions de colonisation permettent au clergé d'élargir les paroisses, puis de construire de nouveaux diocèses comme à Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, Rimouski, Sherbrooke, Chicoutimi, Nicolet et Valleyfield. Et ça, c'est de 1852 à 1892. Peu importe si les propriétés étaient protestantes ou catholiques, parce que les édifices qui appartenaient aux églises, ben eux, il n'y avait pas d'impôt. Donc ça, c'était un bon côté positif. Ensuite, la Confédération aide à propulser l'Église en plus de contrôler la santé et l'éducation. Par contre, l'ultramontanisme devient supérieur à l'Église dans le domaine de la politique, puis l'Église va prendre encore plus d'importance. Audio Jungle.